Cette équipe, nous travaillons depuis quelque temps sur le monitoring sismique. En fait, quand la roche se fracture, elle donne naissance à des séismes. Les ondes se propagent dans le sous-sol, sont enregistrées à des capteurs. La vitesse de propagation des ondes dans le sous-sol, elle varie selon la nature des roches, puisqu'en fait, le sous-sol est généralement constitué de différentes couches qu'on peut voir à l'affleurement en montagne parfois. Et donc, cette variation de nature des roches implique une variation de vitesse de propagation des ondes dans le sous-sol. Donc la Terre n'est clairement pas un modèle de vitesse homogène. On peut avoir des structures très très complexes sous nos pieds. Et dans les méthodes classiques de localisation, on ne prend pas bien en compte cette erreur du modèle de vitesse qui est pourtant primordiale. Et c'est ainsi qu'est né le projet de géophysique probabiliste. En fait, on s'est associé, l'équipe de géophysique et l'équipe de géostatistique, dans le but d'estimer de manière propre l'incertitude du modèle de vitesse, afin ensuite de la propager à la localisation des séismes. Donc nous ici, on travaille en géostatistique et notre objectif, c'est de faire de la cartographie en fait, de variables et puis de caractériser les incertitudes. Alors là, en géophysique, c'est un petit peu particulier parce que la variable qu'on cherche à caractériser, le modèle de vitesse, nous, on ne l'observait pas directement. On observait des temps d'arrivée et il fallait essayer de cartographier la vitesse et les incertitudes associées dans tout le champ. Donc en géophysique, ils ont développé des codes de calcul qui permettent, dans un milieu donné, avec une vitesse donnée, de produire des temps d'arrivée synthétiques entre un émetteur et un récepteur. Ça, c'est ce qu'on appelle le problème direct. Après, il y a le problème inverse. Ça, c'est le but de la tomographie. Le problème inverse, c'est connaissant les données, essayer de retrouver le modèle de vitesse. Et donc là, on va chercher le modèle de vitesse qui s'ajuste le mieux avec les données synthétiques que va générer le problème direct. Donc avec ça, on a une carte de modèle de vitesse, mais on n'a aucune idée de la qualité de cette carte. Et les géophysiciens savent bien qu'il y a des zones qui sont bien connues, parce que bien contraintes par le système d'acquisition émetteur-récepteur, et puis d'autres zones qui sont à l'ombre en fait, des ondes, et qui sont très mal connues. Donc ça, ils le savent qualitativement, et ce qu'ils aimeraient, c'est quantifier ces incertitudes sur le modèle de vitesse. Donc pour quantifier ces incertitudes, on a utilisé un paradigme qui est relativement répandu en probabilité, qui est le paradigme bayésien, c'est-à-dire qu'on va modéliser a priori ce qu'on connaît sur le modèle de vitesse. En général, c'est plutôt ce qu'on ne connaît pas, donc on va dire qu'au début qu'on connaît très peu de choses. On va utiliser les données pour mettre à jour la connaissance a priori du modèle de vitesse et obtenir ce qu'on appelle un modèle a posteriori, qui est une actualisation du modèle a priori. Alors pour faire ça, les techniques classiques, c'est ce qu'on appelle des algorithmes de Monte-Carlo par chaîne de Markov. Le principe de ces algorithmes, c'est de générer des modèles de vitesse plausibles. Et donc à la fin de la procédure, on se retrouve avec une centaine de modèles de vitesse qui collent tous avec les données. Et en fait, on ne peut pas choisir parmi ces modèles de vitesse s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Voilà, c'est des réalités possibles d'après la connaissance qu'on avait a priori sur notre modèle de vitesse et l'information qu'on a intégrée avec les données de tomographie. Ensuite, l'idée, c'est dans chacun de ces modèles de vitesse, c'est de relocaliser les microséismes. Après, on va se retrouver avec une tâche localisée et qui va nous donner un petit peu la densité de probabilité, c'est-à-dire la probabilité que le séisme appartienne à cette zone-là. Et donc on n'aura pas une position de séisme calculée dans un modèle unique mais faux, mais on aura un ensemble de localisations qui sont calculées dans un ensemble de modèles de vitesse. Le monitoring sismique est utilisé dans beaucoup de domaines qui sont la sismicité induite, où en fait les séismes sont induits par l'homme, et la sismicité naturelle. Pour la sismicité induite, on la rencontre essentiellement dans les mines, où les roches sont fracturées pour l'exploitation, dans l'exploitation par fracturation hydraulique, et également en géothermie, où on va faire de la stimulation hydraulique. Donc dans tous ces cas, il est essentiel d'avoir des bonnes localisations des événements sismiques, puisque ça va servir
soit à optimiser l'exploitation, et également pour des raisons de sécurité. Il faut surveiller si la sismicité ne s'emballe pas, si les magnitudes ne sont pas trop grandes. On peut aussi travailler sur la sismicité naturelle, par exemple sur les volcans. On peut avoir des crises sismiques qui vont avoir lieu avant une éruption. Donc c'est bien de monitorer les volcans puisqu'on va pouvoir prévoir une éruption et donc procéder à des évacuations, par exemple. Dans les zones de subduction, pour essayer de mieux comprendre les phénomènes en jeu. Et donc, c'est un peu pareil, on peut avoir des très grands séismes dans les zones de subduction, donc il est important d'étudier la sismicité. Et également les zones d'extension, telles que le rift de Corinthe, sur lequel nous travaillons. Le vrai fond du projet, c'est qu'en fait, nous, on savait générer des données synthétiques de manière très efficace, donc très rapide en temps de calcul, des temps synthétiques. On a aussi des algorithmes d'inversion classiques, mais il nous manquait les incertitudes. Et en fait, c'est en discutant avec Nicolas, Nicolas a proposé d'utiliser des approches probabilistes pour essayer d'ajouter les incertitudes. Donc ça, c'est une des particularités du métier de statisticien, ou on dirait de data scientist, c'est de pouvoir appliquer ces méthodes et aussi développer des méthodes dans différents domaines. Et là, c'était vraiment intéressant de travailler avec d'autres scientifiques, de comprendre leurs problèmes, leur vocabulaire, leurs équations, d'essayer d'adapter les outils à leurs problématiques. Et puis ce qui a été intéressant dans le futur, c'est de voir comment ils ont, eux, acquis cette technologie pour en faire maintenant un de leurs outils de travail au quotidien.